En s'imposant comme une juridiction supranationale, protectrice des droits et libertés fondamentaux, la Cour européenne des droits de l'homme est l'objet de nombreuses critiques et procès en légitimité. Pensez-vous qu'elle a les moyens de résister à ces critiques ? La Cour européenne des droits de l'homme est un des piliers de la démocratie en Europe. Elle a acquis un grand prestige et une grande autorité. Mais vous avez raison, elle est aussi l'objet de critiques fortes. D'où viennent ces critiques ? Pour l'essentiel, elles viennent d'abord d'États ou de groupes antidémocratiques qui, à ce titre, souhaiteraient bien sûr le démantèlement de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces critiques viennent aussi d'États qui sont très souverainistes et qui, à ce titre, ont du mal à comprendre et accepter que des jugements leur soient imposés, pris par une Cour comportant 46 membres, dans lequel un seul vient de leur propre culture juridique. Je constate d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, que tout récemment, la Cour suprême du Royaume-Uni, qui est un pays très souverainiste, a rendu une décision dans une affaire très importante d'éloignement vers le Rwanda d'immigrants venant réclamer l'asile, a pris exactement la même décision que celle qu'avait prise avant la Cour européenne des droits de l'homme. Peut-être qu'on a là une esquisse de rapprochement. Par ailleurs, une troisième source de critique vient de ce que les droits de l'homme que la Cour de Strasbourg met en œuvre sont dans leur nature contre-majoritaires. En effet, les droits de l'homme sont destinés à protéger des minoritaires, à protéger des victimes de discrimination, à protéger ceux qui sont soumis à des asymétries de pouvoir. À ce titre-là, elle produit des décisions, des jugements que souvent les gens ont du mal à comprendre. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a une interprétation du traité qui est souvent assez dynamique et novatrice. Beaucoup considèrent que les juges vont au-delà de ce que voulaient les rédacteurs du traité. Mais la Cour répond à cela, y compris dans ses arrêts, qu'elle considère que la Convention est un texte vivant qui doit être appliqué avec l'éclairage de la société actuelle. C'est un argument très fort qui s'oppose notamment à l'école originaliste américaine qui fait devoir aux juges de ne pas aller plus loin que ce que voulaient et savaient les Founding Fathers. C'est quelque chose qui paraît beaucoup plus dynamique et adapté à notre temps. Néanmoins, il faut bien reconnaître que parfois les juges vont très loin dans leur interprétation de ce texte. Parfois peut-être trop loin ou trop tôt. Donc pour répondre à votre question, je vous dirais que la Cour peut résister à ces critiques dans la mesure où la démocratie reste vivante dans les États partis à la Convention et où les juges font l'effort d'adapter leurs décisions pour qu'elles soient à la fois très compréhensibles et acceptables. Je voudrais simplement rappeler qu'il faut toujours garder à l'esprit que la Cour est un miracle qui est né d'un cauchemar. Et ce miracle ne se reproduira pas. Si l'on déstabilise la Cour, elle ne s'en relèvera pas et nous en serons privés, la démocratie en sera privée. Pensez-vous que les préconisations du rapport Cour de cassation 2030 seront effectives en 2030 ? Ces 37 préconisations ne sont pas constitutives d'une liste de mesures qu'il faut impérativement prendre. En réalité, ce sont des pistes de réflexion, ce sont des ouvertures qui ont fait l'objet d'un consensus au sein du groupe de travail de la commission qui les a élaborées. Mais c'est bien sûr au premier président, en concertation avec les membres de la Cour, qu'il appartiendra de décider celles qui sont les plus utiles et les plus faisables. Je constate que dès à présent, plusieurs de ces mesures sont déjà mises en œuvre ou en cours de mise en œuvre. C'est ainsi qu'est en train de surgir ou d'apparaître un observatoire des litiges judiciaires qui rapprochera la Cour des juridictions du fond. De même, sont recrutés des juristes assistants qui vont aider dans les chambres les conseillers à la Cour de cassation.
De la même façon, le service de communication de la Cour est puissamment renforcé depuis quelques jours, conformément aux préconisations qui ont été faites dans le rapport. Donc, je ne pense pas, et sans doute n'est-ce pas souhaitable, que toutes ces propositions soient mises en œuvre en 2030. En revanche, je pense qu'elles seront toutes examinées et que les plus utiles, certainement, seront traduites concrètement dans l'organisation de la Cour. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux étudiants de Sciences Po ? Voilà une question qui est bien difficile. Dans cette maison, j'aurais tendance à dire que la réponse se trouve dans la merveilleuse lettre à Lillo que Bruno Latour a envisagé d'envoyer à son petit-fils. Vous êtes, vous, cette jeune génération d'étudiants à Sciences Po, dans un monde en pleine transition, un monde qui est soumis à des tensions, à des complexités qui sont à la fois fascinantes, vertigineuses et, il faut bien le dire, très angoissantes. Vous avez deux tentations. La première est le découragement. La seconde est une forme de collaboration à un mode de fonctionnement qui est autodestructeur pour notre société. Je pense qu'il est extrêmement important que vous trouviez des motivations et des raisons d'espérer. Je pense que ces raisons d'espérer existent. Tout d'abord, nous sommes tous d'accord pour dire que l'histoire n'est pas linéaire, elle est cyclique. Donc le pire n'est pas certain. Par ailleurs, il me paraît important de voir que de nombreuses initiatives et des réalisations montrent qu'il y a un espace pour réfléchir, pour choisir et pour agir. C'est dans cette voie que vous devez aller. Mais à mon sens, il me semble que l'une des directions les plus fécondes est pour vous de réfléchir, d'élaborer et de faire partager une culture éthique concrète. Cette culture, à mon avis, devrait comprendre notamment un immense respect pour la vie sous toutes ses formes, ce qui est absolument essentiel, une grande attention à l'empathie et à l'accueil de l'altérité, ce qui est, à mon avis, l'un des moteurs de la possible cohabitation entre les êtres humains et le monde qui les entoure. Je pense qu'également, il faut développer une vigilance active à l'égard de toutes les situations d'asymétrie chronique, asymétrie entre les pouvoirs, asymétrie entre les conditions de vie. Ces asymétries sont source de grandes tensions, de grandes injustices et de grandes difficultés à vivre ensemble. Car c'est bien ce savoir-vivre ensemble qu'il faut développer avec l'idée que les autres ne sont pas l'enfer, comme nous le disait Sartre, mais qu'ils sont la vie même. En tant qu'étudiant de Sciences Po, vous avez un capital immatériel qui est très développé et des talents qui sont extrêmement forts. Je crois que vous avez le devoir de mettre ces talents au service de ces valeurs éthiques. Il me semble que vous avez devant vous une période qui est difficile, mais je suis absolument convaincu que vous allez dominer les difficultés que vous allez rencontrer et que vous contribuerez à donner du sens et de la stabilité à ce monde si inquiétant. Ne me dites pas que vous ne pourrez pas le faire, parce que comme Mark Twain, je vous répondrai que vous êtes jeune, que vous ne savez pas encore tout cela, et que c'est pour cela que vous allez réussir. En tout cas, je suis vos efforts avec beaucoup d'attention et beaucoup de chaleur. Sciences Po.